Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast de Raphaël. Aujourd'hui, j'ai envie de normaliser l'aide, normaliser de recevoir de l'aide, beaucoup plus d'aide que ce qu'on pense qui serait correct ou adéquat ou raisonnable en termes de c'est sûr que je m'adresse surtout à ceux qui sont parents parce que c'est la réalité dans laquelle on est. Mais je pense que ça s'applique même si t'as pas d'enfant, puis que les choses que tu veux créer nécessitent que tu reçoives de l'aide. Dans le fond, je veux juste comme vous donner quelques petits indicateurs qui font en sorte que vous pouvez vous donner la permission de demander de l'aide, puis aussi vraiment prendre le temps, encore une fois, de ralentir pour ressentir qu'est-ce qui est là, pour voir si peut-être ralentir, ça génère un inconfort qui fait en sorte que là, c'est là qu'on ressent à quel point on est fatigué puis à quel point on a peut-être pris trop d'engagement puis besoin d'aide. Mais fait qu'on un petit peu sur l'aide puis quelques trucs de parentalité dans mon expérience en tant que maman, des petites situations qui sont arrivées dernièrement, puis à quel point le normal, en fait, ce qui nous est vendu comme idée comme étant normal est zéro, 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 zéro normal. Puis je trouve ça juste triste que on a normalisé quelque chose qui est plus souvent qu'autrement vrai. Puis j'imagine que c'est pour enlever la culpabilité, puis c'est en prenant conscience de la réalité dans laquelle on est. Mais une des choses, je dirais, c'est que le par défaut là, de tout le monde, c'est souvent d'être en mode survie. Puis le mode survie, tu sais pas que t'es dedans jusqu'à ce que tu en sois sorti. Quand on est dedans, c'est justement, c'est comme s'il y avait un genre de pilote automatique qui prend le dessus. Mode survie, mode survie, mode survie. Puis là, on est juste en train de prendre action pour survivre. Mais survivre, c'est pas vivre. Puis je trouve ça triste à quel point il y a plein de situations qui vont nous lancer en mode survie, que ce soit l'arrivée d'un nouveau bébé, d'un deuxième bébé, d'un troisième, d'un quatrième, d'un cinquième, d'un sixième enfant. Oui, un stress financier, un stress de santé, des fois que ça peut être justement des frères et sœurs ou des parents qui ont des problèmes de santé ou de la famille ou des amis. Mais tu sais, il y a toutes sortes de situations qui font en sorte que ça va générer un stress. Puis dans ce stress-là, le mode de fonctionnement par défaut, c'est le mode survie. Puis on passe tout de suite là dans j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de résultats à accomplir. On perd la connexion avec qu'est-ce que nous, on a besoin pour être bien. Puis plus on perd cette connexion-là, moins on ressent l'écart entre notre état de survie puis l'état de vraiment vivre. Puis c'est ça qui est triste. Puis souvent, en fait, c'est vraiment avec du recul. C'est que là, exemple que, je sais pas, justement, je vais prendre les enfants parce que je pense que c'est un exemple concret. C'est que les enfants arrivent, puis on réalise pas à quel point on est en mode survie, puis à quel point on a besoin de soutien, d'aide, de support pour réussir à arriver. Puis là, on se dit, OK, ben c'est ça. Fait que là, avoir un bébé, selon la société, ce qui est normal, c'est de ne pas dormir de la nuit. Ce qui est normal, c'est d'avoir une maison en désordre. Ce qui est normal, c'est d'être fatigué, irrité, un peu grincheux. Ce qui est normal, c'est d'être débordé, puis d'avoir plein de choses à faire, puis de pas nécessairement avoir le temps de connecter avec nos enfants ou de connecter juste un petit peu. Ou ce qui est normal, c'est d'envoyer les enfants à la garderie ou à l'école, puis de déconnecter de eux pour nous permettre d'aller travailler pour réussir à amener de l'argent à la maison. Fait que ça, c'est tout ce qui est normalisé. Puis dans le fond, ce qui est pas normal, selon la petite voix intérieure individuelle de chacun, c'est de dire que on trouve ça difficile, puis qu'on aurait besoin d'aide. Puis le fait qu'on pense que le normal, c'est d'y arriver, parce que tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tout le monde semble y arriver plutôt bien, mais c'est parce que le coût, on le mesure pas, puis on le voit pas. Puis souvent, je vais revenir plus tard, mais après ça, quand les enfants sont un petit peu plus vieux, là, les parents respirent. Puis, tu sais, c'est pour ça la notion de, un petit peu, là, tu sais, le temps passe tellement vite, puis profitez-en pendant qu'ils sont petits. Mais c'est que on survit souvent pendant qu'ils sont petits, puis après ça, en un claquement de doigts,
ils sont rendus plus vieux. Puis là, la vie semble plus facile, mais il y a un coût il y a quelqu'un qui a payé le prix de quelque chose pendant ce mode survie-là. Puis souvent, c'est sournois, puis on le voit pas, mais il y a quelqu'un qui a payé le prix de sa santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Il y a quelqu'un qui a payé le prix à quelque part dans l'équation. Puis après ça, ce que je trouve déplorable, c'est que ce prix-là à payer, il est normalisé. Fait que c'est comme si on normalise le fait que justement un ou les deux parents soient dans un état qui est comme à 10 ou à 20% de son état de plein bonheur, accomplissement, joie de vivre, énergie. C'est comme, t'es un parent, c'est difficile, t'es supposé de fonctionner à 20% de ta capacité parce que c'est ça, être un parent. Non. Être un parent avec les paramètres de la société actuelle, c'est ça que ça donne. Puis, je vous invite à réclamer votre pleine capacité parce que c'est pas vrai qu'on est condamné à fonctionner à 20% de notre capacité juste parce que c'est ça qui est requis de la situation pour arriver. Puis c'est ça la différence entre le mode survie puis en fait vivre. C'est comme de se satisfaire d'être fonctionnel au lieu d'être exceptionnel. Puis c'est là la nuance. Puis comme je vous dis, c'est sournois. Puis il y a comme toute la notion de tout le monde le fait, la masse le fait. Mais quand vous vous mettez à ralentir pour vraiment observer, est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai tout ce que j'ai besoin? Puis souvent, la réponse, c'est non. Puis si la réponse, c'est oui, est-ce que mon partenaire de vie, ou ma partenaire, si vous êtes un gars, est-ce que la personne avec qui je partage ma vie est bien, puis elle a tout ce qu'elle a de besoin? Puis si la réponse, c'est oui, est-ce que mes enfants sont bien, puis ils ont tout ce qu'ils ont de besoin? Puis ça m'amène à une autre petite parenthèse que je veux faire. Puis comme je dis, je lance pas la pierre à personne, je veux juste nommer des choses qu'on normalise, OK? Fait qu'on va y aller. C'est chacun choisit. Vous choisissez ce qui est bon pour vous. Vous choisissez ce qui est bon pour vos enfants. J'ai une vision, puis j'ai une opinion, c'est la mienne. Vous avez la vôtre. J'ai confiance que vous savez ce qu'il y a de mieux pour vous puis vos enfants. Je veux juste vous mettre en lumière des choses que peut-être vous n'avez pas considérées. Si jamais, si vous les aviez considérées, vous avez fait un choix, c'est parfait. Puis si jamais ça vient heurter quelque chose, faites juste respirer dans la sensation, puis dites-vous que tout est correct. Il n'y a rien qui est irréparable, puis la clé, c'est juste d'aller vers la connexion, puis la connexion, toujours et encore toujours, parce que on peut avoir vécu une vie d'une certaine manière pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 80 ans, puis décider de faire différemment. Puis c'est ça la beauté de l'être humain avec la neuroplasticité du cerveau. Il y a vraiment toujours place à recréer une façon différente d'être et de fonctionner, puis tout est parfait. Fait que le but, c'est pas de créer une culpabilité supplémentaire. Le but, c'est juste d'ouvrir les yeux, puis de choisir de pouvoir faire différemment en date du moment où vous avez l'information. Tout le monde fait de son mieux à partir de l'information qui est disponible. Puis avec de la nouvelle information, c'est là qu'on peut faire un choix différent. Puis c'est juste ça que je veux m'assurer qui est clair. Fait que là, dans le fond, ce que je veux vous amener à considérer, c'est que il y a un coût physique, psychologique, émotionnel, spirituel à beaucoup de pratiques qui sont comme normalisées. Fait que là, un exemple que je vous donne concret, c'est que dernièrement, j'ai voulu inscrire Charlize, en fait, Alex et moi, on a voulu, et Charlize aussi, l'inscrire à un cours. Puis là, les cours, il y a plein de tout petits, il y a des plus vieux, c'est vraiment cool. Puis les gens qui enseignent sont exceptionnels. Là, ce que je veux amener, c'est que il y a beaucoup d'enfants qui pleurent pendant comme presque l'entièreté du cours qui est juste 30 minutes. Puis je trouve ça triste à quel point c'est ça qui est normalisé. Puis encore là, vous avez droit à votre propre opinion. Mais moi, personnellement, dans ma philosophie de vie, je ne laisse pas mes enfants crier, pleurer, hurler dans une situation qui ne leur convient pas parce que c'est leur façon d'exprimer qu'il y a quelque chose qui marche pas dans la situation. Fait que pour moi, ça a besoin d'être adressé. Je dis pas que le but
c'est de contrôler l'environnement à un point tel qu'il faut jamais qu'il y ait un inconfort ou jamais qu'il y ait une expression de tristesse ou de désarroi ou de crier ou de pleurer. C'est pas ça que je dis. Mais par contre, c'est de dire que quand ça arrive, ça nécessite une présence puis une intervention qui est souvent différente de celle qui va être offerte dans le moment. Fait qu'un exemple que j'ai avec ma petite Charlize qui est très tempérament intense, puis là je sais pas si vous les entendez parce que là moi j'ai des écouteurs puis un micro, mais je sais qu'ils sont proches dans la maison. Mais tu sais, il y a des moments où Charlize elle se sent fâchée, puis elle va dire va-t'en, laisse-moi tranquille. Puis dans le fond, ce qu'un enfant veut dans le moment, c'est juste qu'il y a comme un trop plein d'émotions, il y a besoin d'espace. Mais dans le fond, il n'y a pas moins besoin de ta présence puis de ton soutien physique, émotionnel et mental en tant qu'adulte parce que c'est toi le point d'ancrage. Fait que l'enfant qui dit « Laisse-moi tranquille, va-t'en, je veux pas te voir, je t'aime pas », dans le fond, c'est dire « J'ai un trop plein d'émotions, je sais pas comment me gérer en ce moment, puis là, toi, j'ai l'impression que tu es la cause de ma colère, donc laisse-moi de l'espace, laisse-moi respirer. » Mais le but, c'est pas de se désengager complètement puis faire tu veux que je te laisse tout seul? Je m'en vais en bas puis je vais faire comme si de rien n'était. Non. L'idée, c'est de prendre un pas de recul puis de rester présent avec l'enfant selon le maximum de sa capacité de proximité qu'il est capable de tolérer. Puis souvent, c'est de se rapprocher un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis de demander la permission. Est-ce que je peux déposer ma main sur la tienne ou sur ta cuisse ou dans ton dos? Est-ce que tu as besoin d'un câlin? Puis après un certain temps, l'enfant va dire oui, puis avec le câlin, il va avoir des larmes, puis là, il va avoir une réconciliation, puis on va pouvoir adresser la situation, puis trouver une solution, puis nommer. Tu te sentais vraiment fâché parce que c'était telle ou telle raison. Puis souvent, là, on a peur de nommer la chose qui est arrivée, mais c'est ça qui va créer une proximité. Donc, je donne un exemple, je sais pas moi je déteste magasiner, soit dit en passant, mais là on va dans un magasin, moi, Charlize Emmerich, ce qui arrive très peu souvent. Puis l'exemple qu'il y a un petit, je sais pas quoi, puis là, je demande à Charlize un toutou, genre. Puis là, Charlize, elle le veut. Puis là, je dis, est-ce qu'on pourrait le remettre avec ses amis, s'il te plaît? Puis là, elle veut pas. Puis là, j'ai besoin de m'en aller. Fait que là, j'en vais le mettre là. Puis là, elle explose parce qu'elle voulait vraiment le petit toutou. Fait que là, laisse-moi tranquille, je veux pas te voir. Fait que là, on sort. Puis là, quand elle est prête, est-ce que tu as besoin d'un câlin? Oui. Par ça de dire, tu te sentais vraiment triste puis fâchée parce que toi, t'avais vraiment envie d'avoir le petit toutou, puis maman, elle a dit non. Puis en plus, maman te l'a enlevé des mains, puis toi, t'étais pas prête, puis je l'ai remis là. Puis je m'excuse, mon amour, c'est juste que là, j'avais besoin de quitter pour telle ou telle raison, puis je sais que tu te sens fâchée, puis c'est correct. Puis moi aussi, quand j'étais petite, ça m'arrivait de vouloir aller dans un magasin puis prendre toutes les choses, puis des fois mes parents voulaient pas. Puis non seulement ça, mais aussi de normaliser le fait que dire est-ce que tu savais que les magasins font exprès de mettre toutes sortes de petites jouets puis de petites bébelles à la hauteur des enfants pour que les enfants les prennent, pour que les parents les achètent parce que souvent on n'a pas les outils la plupart d'entre nous pour dire non. Mais tu sais c'est qu'on veut pas créer la blessure parce que si on fait juste dire laisse ça là puis c'est comme ça, ben là l'enfant comprend pas pourquoi il y a un écart entre son désir de vouloir des choses puis le fait qu'on a dit non. Puis je vous partage un truc là qui est exceptionnel depuis en fait les 7 dernières années avec Émeric puis là maintenant avec Charlize parce qu'elle est assez vieille parce qu'elle exprime ça. Puis ça vient de Positive Discipline par Jane Nelson, mais c'est d'avoir une liste. Genre, hey, c'est super que tu veuilles cette chose-là. Viens, on va le mettre sur ta liste. Fait que là, j'ai une liste là, dans mon téléphone. Puis maintenant, je prends des photos souvent de l'enfant avec la dite chose. Fait que je dis, je le prends en photo, on le met sur ta liste. Maintenant, remets-le avec ses amis. Puis ça sera sur ta liste de cadeaux pour ta fête ou pour Noël ou peu importe c'est quoi. Fait que là, ça fait que c'est cool parce qu'on a validé le désir de l'enfant parce que il a le droit de vouloir toutes les choses du monde entier. C'est pas parce qu'il veut que on est obligé d'obéir au doigt et à l'œil à son désir dans le moment. Fait qu'on peut lui enseigner aussi la gratification comme avec un délai là, en anglais, delayed gratification, mais bref, c'est comme de pas avoir la gratification instantanée, puis de travailler la patience, puis la création de tes rêves, puis de toutes les choses que tu veux. Fait que le truc, c'est quand ton enfant veut quelque chose, même si c'est un paquet de gomme, même si c'est un Kinder Surprise, même si c'est un petit toutou à une pièce qui sert à rien, c'est cool que tu veuilles ça, je vais le prendre en photo, puis comme ça, si jamais quelqu'un veut t'acheter un petit mini quelque chose, là, des fois, c'est juste pour remplir un bas de Noël ou c'est pour compléter un cadeau, ben là, t'as une liste de toutes les choses que tu sais qui feraient plaisir. Puis souvent, là, des fois, moi, je révise avec les enfants, ça, c'est encore bon, c'est encore bon, puis il y en a qu'on élimine, mais il y en a qui veulent vraiment garder. Puis quand c'est 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard, puis que la petite chose, elle leur est offerte, ça fait vraiment un petit wow parce que c'est comme eux qui se pratiquent à avoir un désir, le tenir, puis le voir se réaliser. Fait que ça développe cette confiance-là aussi en leur capacité de créer tout ce qu'ils veulent.
que autrement que ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir comme si on va les rendre, ils vont se sentir coupables. Fait que dans le fond, ce qu'on veut éviter, c'est la culpabilité, c'est la honte, c'est les accusations. Fait que là, de se faire sentir déraisonnable, inadéquat. Puis souvent, c'est ça qu'on va faire sans faire exprès quand on va dire laisse ça là, touche pas à ça, on s'en va, je suis pressée. Puis qu'on n'adresse pas la situation versus de dire c'est correct que tu le veuilles, je veux te l'offrir, c'est pas le bon moment en ce moment, voici les outils qu'on a pour que je puisse te l'offrir plus tard ou que quelqu'un puisse te l'offrir plus tard. Puis aussi que si jamais la situation fait en sorte qu'on n'a pas le temps de négocier, parce que des fois, moi avec Charlize, on va prendre le temps parce que c'est rare que je suis pressée, mais des fois ça m'arrive aussi. Mais là, on va faire en sorte que là, on va aller le mettre avec ses amis, s'il te plaît. Puis là, je fais les petits amis. Oh, le petit chien, il aurait envie de son ami. Viens t'asseoir avec nous, sinon on va s'ennuyer. À bientôt, Charlize. Puis fait que là, quand on a le temps de prendre le temps de tout négocier ça, elle va de son plein gré le remettre là. Le petit toutou, il est même pas sur la liste. On s'en fout, on l'a oublié, tout est beau. Mais là, quand c'est vite, il faut aller, je prends le toutou de ses mains, je le mets avec les toutous, puis on s'en va. Puis là, j'ai une crise émotionnelle à gérer. Ben, j'ai besoin de valider ça, puis de pas avoir peur de dire que elle est fâchée après moi parce que je l'ai pris de ses mains sans lui demander, puis que ça, c'est un manque de respect, parce que quand tu penses à ça, avec adulte à adulte, on va pas s'arracher les choses des mains. C'est ça qu'on apprend à ne pas faire. Fait que c'est juste de normaliser aussi le fait de lui dire à elle ou à lui, votre enfant, que c'est normal qu'il se sente fâché puis frustré parce que lui, il voulait, puis toi, t'as décidé en tant qu'adulte, parce que t'es plus grand, plus gros, plus fort, que tu peux lui enlever l'objet de son désir puis faire comme si de rien n'était. Puis c'est la même chose, tu sais, pour asseoir les enfants dans l'auto ou sortir ou s'habiller. C'est toutes les choses qu'on va faire, mais c'est qu'on a le choix de créer la connexion puis d'avoir plein, plein, plein de temps pour faire ces choses-là ou de briser la connexion parce qu'on est pressé. Puis comme je vous dis, le contexte fait en sorte qu'on est souvent pressé, on a souvent plein de choses à faire, on a souvent notre vase, là, il est pas plein, il est loin d'être plein, fait que ce qui fait qu'on n'a pas la capacité nous-mêmes de gérer nos propres émotions pour être en mesure de gérer la situation d'une façon adéquate. Fait que ça crée toutes sortes de choses. Fait que ce que je voulais en venir avec ça, c'est que quand l'enfant crie ou pleure, c'est juste un indicateur qu'il y a quelque chose qui a besoin. Quand l'enfant a un comportement qu'on juge comme étant inadéquat ou qui se comporte d'une façon qu'on juge comme étant bizarre ou pas correcte, c'est souvent sa façon maladroite d'exprimer son besoin parce qu'il n'y a pas les mots, puis il n'y a pas les connaissances, puis il n'y a pas les informations pour être en mesure de dire voici comment je me sens, voici ce que j'ai besoin. Ce qui fait que, exemple, il a besoin d'amour, d'attention, ben peut-être, tu sais, pour un enfant, là, recevoir de l'attention négative, c'est mieux que pas d'attention du tout. Fait que dans le fond, ce qu'il aurait besoin, c'est 10 minutes par jour que tu lui donnes toute ton attention. Mais là, ce qu'il va faire à place, c'est qu'à chaque fois que tu vas lui demander quelque chose, il va te dire non. À chaque fois que tu as besoin de son aide puis sa collaboration, il va faire quelque chose de bizarre. Il va venir parler par-dessus toi pendant que tu parles au téléphone. Je sais pas c'est quoi tous les comportements que les enfants peuvent faire quand c'est ça leur besoin. Mais dans le fond, c'est juste que là, ils font tout ça, pis t'es genre, pourquoi tu me laisses pas faire telle affaire? Genre, j'ai besoin de juste 5 minutes par jour ou 10 minutes pour faire mon yoga, puis pourquoi c'est pendant mon yoga que tu décides que t'as besoin de X, Y, Z? Puis dans le fond, c'est qu'il fait pas exprès, mais c'est sa façon d'exprimer qu'est-ce que lui a besoin. Fait que les enfants sont rarement, pour ne pas dire jamais, mal intentionnés. Puis dans le fond, c'est juste leur façon maladroite de s'exprimer. Fait que tout ça pour dire que ce en quoi je crois, puis ma philosophie de vie, fait en sorte que je vais toujours vouloir aller valider avec eux qu'est-ce qui se passe, puis comment on fait. Puis quand il y a une situation où il y a des crises de larmes puis de colère, c'est important de valider l'émotion puis de redescendre de nos émotions avant d'être en mode solution. Puis la solution, je vais souvent la trouver avec eux pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Là, il est arrivé ça. Comment on fait pour que pour faire un choix différent puis pour que ce soit différent la prochaine fois? Fait que là, c'est de trouver des solutions avec eux. Puis souvent, ils sont très créatifs, puis ils vont trouver des solutions. Puis quand c'est eux qui ont trouvé la solution, ça permet aussi que on a beaucoup plus leur collaboration quand vient le temps de faire la chose. Fait que ça, c'est un point. Fait que là, je reviens à mon cours de patin, parce que là, ça m'a fait penser à Charlize qui disait genre, je veux pas te voir, puis de venir vers elle. Fait que c'est le concept de l'échafaud. L'échafaud, c'est comme une petite échelle là, de 2-3 marches, je crois, si ma mémoire est bonne. Sinon, on peut utiliser l'analogie du petit banc, là, le petit step là, dans la salle de bain qu'il faut monter dessus pour se laver les mains ou pour faire des choses.
Puis dans le fond, c'est ça, c'est la différence entre le fait que l'enfant a la capacité de faire ces choses par lui-même. Fait comme c'est pas de faire les choses à sa place, puis c'est pas de désengager complètement. C'est vraiment de servir d'échafaudage, puis de réduire l'échafaudage selon la capacité de l'enfant. Fait que je vous donne un exemple, on va y aller encore avec laver les mains. C'est que Charlize, elle est toute petite. Si je lui dis, est-ce que tu peux te laver les mains, s'il te plaît, dans la salle de bain, elle se rend pas à l'eau chaude, puis à l'eau froide, puis au savon. Elle a besoin d'un petit banc pour être en mesure d'avoir accès aux choses qu'elle est capable de faire par elle-même. Si elle a pas le petit banc, il manque un petit bout là pour être en mesure d'accomplir ce qu'elle a besoin d'accomplir. Fait que même si je sais qu'elle a la capacité de se laver les mains, il y a un petit quelque chose supplémentaire qu'elle a besoin pour être en mesure d'aller se laver les mains. Fait que si je m'en vais, puis je dis lave-toi les mains, puis là, elle a pas son petit échafaud, puis elle se rend pas. Puis là, je reviens dans 5 minutes. Comment ça, tu t'es pas lavé les mains? Je t'ai demandé de te laver les mains. Fait que ça, c'est comme classique de demander à l'enfant de faire quelque chose qui est un petit peu plus loin que sa capacité, puis de désengager émotionnellement, versus d'être pleinement engagé, puis de dire est-ce que tu pourrais laver tes mains, s'il te plaît? Puis là, l'enfant, encore là, s'il a une conscience de lui-même, mais des fois, il n'y a pas les mots, de dire est-ce que oui, mais j'aurais besoin du petit banc, puis tu m'emmener le petit banc, s'il te plaît, d'emmener le petit banc, puis d'être là. L'image du petit banc, ça, c'est physique. Mais des fois, c'est que c'est un petit banc émotionnel ou un petit banc psychologique ou un support quelconque, que c'est juste que on le regarde, l'enfant, ou on le supporte d'une façon, fait que c'est de dire je suis pas capable, je le sais que t'es capable, je te regarde, vas-y, t'es capable. Mais tandis que si je dis je sais que t'es capable, puis là je m'en vais dans une autre pièce ou je m'en vais sur un autre étage, ça fait que l'enfant se sent un peu abandonné, puis dans le fond, il a réellement pas les outils dans le moment, fait que souvent il va figer, puis il va rien faire, puis là il va se sentir coincé, puis là après ça, son estime de lui va aller vers le bas, puis non seulement ça, mais souvent le parent revient puis dit je sais que t'es capable de mettre tes souliers tout seul, qu'est-ce qui fait que tu les as pas mis, puis là, à cause de toi on est en retard, blablabla, puis là ça fait une virée vers le bas, versus de dire mettons que ton enfant, tu sais qu'il a la capacité de mettre ses souliers, qu'il est capable d'attacher ses souliers tout seul, puis mais là ça se peut qu'il ait une moins bonne journée, ça se peut qu'il ait pas envie. Fait que là, dire, là, je suis pas capable. Dire, je sais que t'es capable. Regarde, je t'assieds ici si t'as besoin. Puis, je te regarde pendant que t'attaches tes souliers. Puis là, ce que ça fait, c'est que l'enfant se sent supporté, sait que t'es là s'il a besoin. Puis souvent, va trouver en lui l'énergie de le faire, va accomplir quelque chose. Puis après ça, va se sentir fier de lui. High five, good job, t'as attaché tes souliers. Tu vois, je savais que t'étais capable. Fait que là, ça nivelle tout le monde vers le haut. Fait que là, je reviens à mon cours pour finalement finir mon histoire. C'est que le premier cours qui était 30 minutes, ça a été bien pendant 30 minutes, elle a joué, c'était super le fun. Le deuxième cours, elle voulait pas y aller, puis elle était pas tout à fait prête. Puis là, la norme, puis c'est de prendre l'enfant, puis de le forcer. Parce que dans le fond, c'est comme si les parents ont pas le droit d'aller sur le bord. C'est correct, si je comprends que tout le monde a besoin de fonctionner avec son système. C'est un peu la même chose avec les cours de natation. À partir du moment où les parents sont plus dans l'eau, c'est de laisser l'enfant comme avec le moniteur. Puis l'idée, c'est pas de faire vivre des expériences, de ne jamais faire vivre des expériences nouvelles à votre enfant, mais c'est d'être au courant de sa capacité, puis de son expression de sa capacité, puis de qu'est-ce qui fait qu'il va avoir confiance en vous ou non, selon ce que vous avez envie de créer comme relation avec lui. Mais là, fait que là, Charlie, c'était pas tout à fait prête, puis on peut pas aller. Fait que là, imaginez-la, là, elle a 2 ans, presque 3. Puis là, c'est d'aller. Je te mets entre les mains d'un inconnu que tu connais pas, dans un environnement que tu connais pas, dans un contexte que tu sais pas vraiment si t'es en sécurité. Puis comme je dis, le premier coup, c'était la nouveauté, c'était l'excitation. Puis ça a aussi à voir avec la personne à qui on la confie, dans le sens qu'il y a quelqu'un qui va être comme viens, on va aller jouer, puis là, elle se sent bien, puis elle est comme cool. Puis il y a quelqu'un qui est pas sûr déjà de ses émotions. Exemple, qu'elle est déjà fâchée ou en train de pleurer, puis là, la personne elle se sent un peu déstabilisée. Ben les enfants ressentent tout ça. Fait que bref, tout ça pour dire qu'elle voulait pas y aller. Puis là, il la force, il l'amène, puis là, elle veut rien savoir d'aller où que ce soit, elle fait juste comme être couchée puis faire le bacon en avant. Puis là, je reviens la chercher. Puis je dis, je vois que ma fille est en train de pleurer puis elle se sent pas bien, j'aimerais ça la revoir, s'il vous plaît. Puis là, la personne me dit, c'est normal, mes filles ont pleuré pendant 1 an. Puis là, moi, je l'ai regardé puis j'ai dit, je laisserai pas ma fille pleurer pendant 1 an. Fait que là, j'ai repris Charlize. Puis on pouvait pas aller sur le bord. Fait qu'on est allé dans l'estrade, puis on a regardé le cours. Puis quand elle va être confortable, on va retourner. Puis je vais faire la même chose, puis je vais aller à son rythme jusqu'à ce qu'elle exprime le désir d'aller. Puis elle va y aller 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, aussi longtemps qu'elle veut. Ça va prendre le temps qu'il faut pour qu'elle puisse être confortable pour y aller quand elle va être prête.
Puis ce que ça fait, ça, c'est qu'elle elle se sent écoutée, comprise, respectée là-dedans. Puis ça fait en sorte qu'elle va développer une belle relation avec des nouvelles activités, puis faire des choses... c'est ça, faire des choses qui sont nouvelles. Puis je vous donne un autre exemple qui est contraste. Fait que tout ça pour dire que j'ai récupéré Charlie, ça a créé un petit peu de friction, mais si vous saviez le nombre d'enfants que j'ai vus qui font juste pleurer pendant 30 minutes, se font dire que c'est normal. Fait que le parent, il dit « OK, c'est normal ». La personne qui enseigne, pour elle, c'est ça son expérience, puis c'est normal, puis ils font de leur mieux, parce que c'est vrai que l'enfant va s'ajuster après 1 ou 2 ou 3 cours, ou après 1 an, s'il faut, d'avoir pleuré. Ben, à force de se faire mettre, l'enfant va arrêter de pleurer. Mais ça, c'est similaire à l'entraînement au sommeil. C'est pas parce que le système d'alarme il crie plus qu'il y a pas moins un feu en dedans. Mais là, c'est juste que c'est un feu silencieux. Puis l'enfant a abandonné l'idée que quelqu'un allait répondre à son besoin. Fait que ça crée une blessure. Même si l'enfant arrête de pleurer, ça veut pas dire qu'il se sent mieux en dedans. Puis fait que je reviens à ça, si l'enfant te dit « Laisse-moi tranquille, je veux pas te voir, je t'aime plus », c'est pas ça qu'il veut. Il a besoin de votre amour, votre connexion, votre protection. Mais dans le moment, il y a un trop plein. Mais dans le fond, puis la clé, c'est pas de s'en aller puis de l'écouter, parce que ce qu'il dit, c'est pas nécessairement ce qu'il veut. Fait que c'est ça la différence entre qu'est-ce que quelqu'un dit vouloir ou pense vouloir, puis qu'est-ce qu'ils ont réellement besoin. Puis c'est là qu'il y a un énorme décodage à faire chez les enfants. Des fois, un certain décodage chez les adultes, mais chez les adultes, on peut dire, là, tu as la responsabilité de apprendre à mettre des mots sur tes besoins et tes émotions. Mais des fois, même les adultes ont besoin d'aide, puis de se faire guider pour décoder les signaux et les sensations dans leur corps parce qu'ils savent plus ce qu'ils ont besoin. C'était mon cas à moi. Avant de faire le travail des dernières années, si tu m'avais demandé comment je me sens, j'ai aucune idée. Tu me demandes les sensations dans mon corps, aucune idée. Tu me demandes ce que j'ai besoin, je le sais pas. Tu me demandes ce que j'aime, je le sais pas. Parce que c'est toute une vie à te faire dire que ce que tu veux, puis ce que t'aimes, puis ce que t'as besoin, c'est pas important ou c'est pas prioritaire. Ça fait que tu sais même plus comment avoir l'information. Puis là, je veux juste revenir à ça, la normalité. Fait que la normalité, c'est de laisser l'enfant pleurer. C'est la même chose quand il s'intègre à la garderie, là, puis que ça prend 3 semaines à la pouponnière pour que les enfants arrêtent de pleurer. Il arrête pas de pleurer parce que soudainement, il est bien. Oui, il va se créer un lien d'attachement avec son éducatrice qui va prendre soin de lui, mais il arrête de pleurer parce qu'il voit bien que qu'il pleure ou qu'il pleure pas, tu vas le porter quand même à chaque jour. Fait qu'il abandonne, il se dit, à force de pas me faire comprendre, j'arrête de pleurer. Si t'arrêtes d'écouter ton corps, si t'arrêtes d'écouter ton corps, puis ton corps te dit qu'il a faim, puis que tu lui donnes pas à manger, il arrête de t'envoyer un signal de faim. Fait que, puis même chose, fait que c'est la même chose dans le règne animal, chez les humains, c'est souvent ça. Fait que quand on veut préserver notre énergie, fait qu'après un certain temps, à prendre une action, pour obtenir un certain résultat ou avoir de l'aide, ben quand ça fonctionne pas, ben là on préserve notre énergie, on dit je vais arrêter de crier, je vais arrêter de pleurer parce que personne vient anyway. Mais c'est pas parce que t'arrêtes de crier puis de pleurer que tu vas bien. C'est juste ça que je veux mettre au clair. Fait que c'est la même chose, fait que pour moi, je reçois un signal. Puis c'est important que chaque parent puis chaque enfant sache s'ajuster selon les paramètres qui est vrai pour nous, qui est vrai pour nos enfants. Fait que moi, je sais que Charlize, si elle est dans un certain état, il y a rien qui va la ramener. Il y a rien qui va faire en sorte qu'elle va sortir de cet état-là, de cette façon-là, toute seule. Elle n'a pas les outils encore parce qu'elle est tout petite. Rick a la capacité de se ramener. Il peut partir sur une émotion qui peut sembler intense, puis il va se ramener, puis il va se réguler, mais c'est parce qu'il y a eu de la pratique, puis parce que, dans le fond, les enfants, toute l'histoire de la co-régulation, c'est que tu apprends à faire ça avec ton parent. Fait qu'au début, justement, là, l'idée d'aller chercher un câlin, c'est que si le parent est calme, l'enfant est agité, tu vas venir coller l'enfant sur toi. Il y a une panoplie de facteurs qui fait en sorte que l'enfant s'apaise. Mais entre autres, il y a plein de neurones miroirs, il y a plein d'hormones. Tu peux amener ça fait que sur un volet psychologique, scientifique ou spirituel, si tu veux, de juste connecter là, les 2 chakras du cœur ensemble en ouverture du cœur. Là là, on va se mettre à se co-réguler puis se sentir mieux. Ben ça, on apprend ça de nos parents. Mais si le parent est aussi agité que l'enfant, tout ce que ça fait, c'est 2 personnes complètement pas régulées, qui ont pas les outils pour se ramener. Puis après ça, ce que ça laisse, c'est une trace comme un peu de se sentir pas en sécurité dans le monde extérieur.
puis tout seul, puis abandonné, puis ça va créer d'autres choses. Puis encore là, la neuroplasticité du cerveau, c'est super. Fait que tout ça se règle, se répare par après. Il y a rien qui est coulé dans le béton. C'est juste que il y a certaines choses qui vont supporter une avenue, puis autre chose qui vont créer autre chose. Puis c'est juste des fois, souvent, on va créer quelque chose, puis on est inconscient de ce qu'on est en train de créer. Et dans le fond, je veux juste ouvrir la porte à considérer que c'est pas parce que on reçoit pas le signal qu'il y a pas quelque chose qui va pas par en dessous. Puis que des fois, ça nécessite notre intervention. Puis l'autre chose que je veux faire une fleur en même temps, parce que ça arrive aussi, j'observe toutes sortes de choses. Fait que l'autre chose qu'on est allé faire dernièrement, c'est de faire de l'escalade. Fait que ça, c'était plus pour Émeric. Puis le gars qui était à l'escalade était vraiment exceptionnel, dans le sens que on était là, on était tout seul, puis on faisait l'escalade sur les blocs, là, au début les murs qui n'ont pas de harnais. Puis après ça, Émeric voulait essayer avec le harnais. Fait que le gars l'attache, puis là, Émeric grimpe, puis à un certain moment, il voulait descendre. Fait que le gars, il descend. Alors, c'est est-ce que tu veux réessayer? Puis là, Émeric continue. Fait que là, finalement, après une couple de fois comme ça, de se sentir en sécurité, puis écouter, de dire quand je veux descendre, il me descend. Ben là, Émeric est allé jusqu'en haut. Il avait développé la confiance. C'est le même contexte. C'est un lieu complètement inconnu, avec un gars complètement inconnu. Puis c'est juste que le gars, dans son escalade et dans son expérience avec les enfants, a développé les outils qui fait en sorte qu'il est conscient de ce que ça prend à un enfant pour se sentir en confiance, pour avoir envie d'aller plus loin, versus de briser la confiance, de pousser trop loin, puis de mettre une pression qui fait en sorte que l'enfant va arrêter d'escalader puis va perdre son plaisir dans l'histoire. Puis le pire, c'est que après ça, on a eu une conversation quand on s'en allait, puis le gars m'a dit ça, il dit, tu sais, c'est super important de pas mettre de pression parce que si quelqu'un est en haut, puis il dit je veux descendre, puis tu le descends pas, c'est des plans pour qu'il remonte plus jamais, parce qu'il se dit si je suis en haut puis tu me descends pas, moi je remonte pas là. Pas fou les humains là. Puis encore là, la ligne est mince là entre notre choix conscient puis notre instinct animal de survie. Fait que c'est des petits détails comme ça qui fait en sorte que on va tester notre environnement, on va tester l'adulte avec qui on va tester les circonstances pour savoir est-ce que je suis en sécurité, puis est-ce que je peux aller plus loin. Fait que l'échafaud là, ça peut être ton harnais d'escalade, ça peut être l'adulte de confiance qui est là, ça peut être ton parent. Mais c'est la job du parent d'être l'échafaud de l'enfant ou de prendre soin de l'enfant dans des circonstances qui fait en sorte que ça se peut que ça soit controversé, ça se peut que l'autorité extérieure dise ben c'est comme ça. Fait que quand tu vas aller porter ton enfant à la garderie là, les gens vont te dire que c'est normal l'intégration, que c'est normal de pleurer puis que l'enfant va s'ajuster. Oui, puis tu as le choix de savoir si ça te convient ou pas en tant que maman, puis pour ton enfant. Les experts de l'entraînement du sommeil vont te dire que c'est normal que ton enfant pleure avant de s'endormir le soir puis qu'il va finir par s'endormir. Tu as le choix de savoir si ça te colle ou pas avec ce que tu veux en tant que maman puis ce que ton enfant veut ou en tant que papa. Fait que c'est la même chose dans tous les sports, c'est la même chose dans toutes les circonstances. Puis ce que je veux nommer, c'est que le normal est pas normal. Le normal, il est complètement déconnecté, complètement désincarné, complètement il fait fi de l'état physique, émotionnel et mental des enfants, puis aussi des adultes. Puis en tant qu'adulte déconnecté, on va juste obéir à l'autorité extérieure qui nous dit que c'est normal ce que notre enfant vit puis qu'il va s'en remettre puis qu'il va être correct. Mais c'est pas parce que l'enfant souffre silencieusement qu'il y a pas un prix énorme à payer là-dedans. Fait que c'est juste d'être conscient de ça, de des petites choses comme ça qu'on fait jour après jour après jour. Il y a une partie de toi intérieure qui sait que ça fait pas de sens. Ton enfant, si tu es connecté à ton enfant t'envoie un signal qu'il y a quelque chose qui va pas. Ta job en tant que parent, c'est de prendre le signal puis de prendre ton enfant là, jusqu'à ce que ton enfant ait les outils pour gérer la situation. Ta job, c'est de faire ça avec lui. Il n'y a pas les outils, il n'y a pas les informations, il n'y a pas les connaissances. C'est ta job de décoder avec lui pour trouver qu'est-ce qu'il a besoin pour après ça créer un environnement favorable pour faire en sorte que ton enfant va être en mesure d'apprendre. Ça s'applique avec l'école, l'intellect, tout ce que tu vas apprendre intellectuellement, tout ce que tu vas apprendre physiquement, puis toutes les choses sociétales, tu sais, dire bonjour, serrer la main, regarder dans les yeux, nommer ce que tu as besoin, commander au restaurant. À chaque fois que ton enfant a de la difficulté avec un élément comme ça, ben c'est ta job de trouver qu'est-ce que lui a besoin pour être en mesure de le faire lui-même. Puis l'erreur qu'on fait souvent, c'est de dire je vais le faire à sa place parce qu'il est pas capable, puis c'est trop long, puis j'ai pas le temps. Ou
je le force, puis je le rends pas correct je le fais sentir inadéquat de pas être capable, puis je le pousse, puis je le pousse, puis je le pousse jusqu'à ce qu'il soit capable de le faire tout seul. Puis il va réussir à le faire, mais c'est que ça lui coûte son estime de lui, son sens de lui-même. Ça lui coûte, lui, d'écouter les sensations à l'intérieur de son corps. Fait que là, ce qu'il apprend, c'est quand je me sens pas bien, faut que je pousse, puis je passe par-dessus ça, puis je le fais pareil. Puis là, c'est parce que je suis pas en train de vous dire de vous rouler en boule quand vous avez peur, puis de rien faire. Mais je suis en train de vous dire de pas passer par-dessus l'émotion ou la peur. Fait que c'est de dire à l'enfant de valider, c'est correct d'avoir peur. Ce que j'ai besoin, viens, on va le faire ensemble. Puis jusqu'à ce que tu sois capable de le faire tout seul. Mais c'est de pas laisser l'enfant succomber à sa peur, parce que ça, c'est pas lui rendre service. C'est pas de le faire à sa place. C'est pas de le pousser à passer par-dessus. C'est vraiment un endroit difficile, mais c'est de nommer la peur, puis de demander à l'enfant c'est quoi le maximum de ta capacité que tu es capable de faire en ce moment. Puis je suis avec toi, puis vas-y selon ta capacité. Puis quand tu fais ta petite capacité, tu te sens fier de toi. Puis après ça, tu es capable de faire plus, puis tu es capable de faire plus. Puis c'est, selon l'escalade aussi, c'est de te laisser descendre quand tu as atteint ton maximum pour que tu saches puis que tu aies envie de remonter. Puis c'est notre job aussi de dire qu'est-ce qu'on veut ou qu'on veut pas pour nos enfants. Si quelqu'un dit c'est normal que les enfants pleurent, ben moi je laisse pas mon enfant pleurer. Mon enfant m'envoie un signal qu'il se sent pas bien. Je veux qu'il sache que je suis là, puis que je vais jamais le laisser tout seul dans des circonstances qu'il aime pas. Fait que je vais être là, puis quand je vais voir qu'il se sent bien, je vais le laisser aller. Puis inquiète-toi pas, fais-moi confiance, tout va bien aller. Il y a personne de mieux que moi qui connaît mon enfant. Tu sais, il faut pas avoir peur de nommer ces choses-là face à n'importe quelle autorité extérieure, là, comme je dis, que ce soit l'école, que ce soit un cours de n'importe quoi, que ce soit le médecin, que ce soit le dentiste, on a tendance à vouloir comme s'effondrer. Puis je le vis intérieurement, moi aussi, là. Un petit humain face à un gros système ou à une grosse autorité, là, le système légal ou le système scolaire ou le système médical, c'est pas facile. Mais je fais juste vous dire que c'est ça notre job en tant qu'être puissant, souverain. Ce qui rend le mieux service à tes enfants en tant que maman et en tant que papa, c'est que c'est toi qui es le gardien de sa sécurité physique, mentale, émotionnelle. C'est ça ta job. À tous les niveaux. Puis, tu sais, d'apprendre à ton enfant à mettre ses limites avec les gens. C'est toi qu'il faut qu'il back ces limites-là au début. Parce qu'il n'y a pas les outils pour le faire à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. 7 ans, ça commence. Il commence à être capable de regarder un adulte à pleine face puis dire voici ce que je veux, voici ce que j'ai besoin, puis d'avoir confiance en sa capacité de nommer sa limite. Ça fait que, mais il est quand même encore tout petit. Ce qui fait qu'un adulte plus grand, plus gros, plus fort peut quand même le forcer à faire quelque chose. Fait que jusqu'à ce qu'il ait la capacité physique de faire affirmer sa limite avec certitude dans son corps de petit homme, ben en attendant, là, la sécurité, puis la force, puis le poids, puis la présence, c'est la maman, c'est le papa. Parce que c'est rare qu'on en vienne en tant qu'adulte à finalement devoir physiquement affirmer nos limites. Mais tu sais, de sentir là, notre présence derrière eux, c'est ça qui va leur donner confiance à aller dans la vie puis à pas s'écrouler face à une autorité extérieure quelconque que ce soit. Puis après ça donne les outils aussi quand c'est des groupes d'amis dans l'enfance ou dans l'adolescence là, de dire non, j'ai pas envie de faire ça, non, ça me rejoint pas, non, ça va à l'encontre de mes valeurs de faire ça. Je vous aime beaucoup puis moi je fais pas ça. Ça là, ça nécessite une force mentale incroyable quand même parce que le sentiment d'appartenance au groupe il est fort. Fait que c'est tout ça. Il y a toute la partie qui est biologique, puis il y a aussi la partie qui est apprise parce qu'on apprend beaucoup à écouter l'autorité extérieure qui est nos parents, puis il y a l'autorité extérieure qui est tous les adultes, puis à s'oublier nous-mêmes, puis à perdre la connexion avec nous-mêmes. Puis moi, c'est pas ça que je veux enseigner à mes enfants. Puis c'est sûr que ça amène son lot de défis. Parce que ce que ça fait après, c'est que moi-même, c'est sûr que des fois, j'ai envie de dire c'est comme ça parce que j'ai décidé. Mais ce qui est plus important pour moi avec mes valeurs en ce moment, c'est je préfère de loin passer plus de temps à avoir les conversations pour trouver comment on le fait de façon connectée en respectant ce que eux veulent, plutôt que de le faire à leur dépens. Parce que ce que je veux, c'est qu'ils gardent ça pour toute leur vie après ça, d'être en mesure de rester
dans leur pouvoir, dans leur souveraineté, dans leur autorité intérieure. Fait que ça, c'est ce que je veux faire. Puis là, je voulais vous donner quelques petits exemples concrets dans la vie de tous les jours, de tous les parents. Là où on va, tu sais, j'avais une image, là, c'est comme on va tisser notre lien d'amour, de connexion avec nos enfants. C'est quelque chose qui est tissé, mais à chaque fois qu'on vient briser cette connexion-là, c'est vraiment l'équivalent de prendre un petit coup de ciseau, puis on va briser, on brise le lien, puis des fois, ça tient juste à un fil, là, notre relation. C'est pas solide, là, la confiance que les enfants ont envers leurs parents ou envers la personne qui prend soin d'eux. Mais tu sais, à chaque petite interaction où ils se sentent aimés, respectés, écoutés, compris, on va tisser un lien solide. Puis à chaque fois qu'on va faire quelque chose pour notre bénéfice, à leur dépens à eux, ben là, on vient faire une brèche dans la patente. Puis c'est triste. Puis je veux juste vous inviter à observer les endroits où ça peut arriver, si vous êtes l'adulte qui prend soin de l'enfant. Puis si vous êtes juste, vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez observer dans votre enfance c'est quoi les interactions que vous aviez quand vous étiez enfant avec les adultes qui prenaient soin de vous dans toutes les sphères de votre vie. Puis après ça, des fois, ça aide à mettre en lumière comment on se sent en tant qu'adulte. Des fois, quand on a une grosse réaction, quand on est réactif, ben c'est que ça va nous remémorer quelque chose qui est arrivé quand on était petit. Fait que là, souvent, quand on est petit, on développe des fausses croyances. Puis les fausses croyances, là, sont ancrées dans le fait les adultes sont plus grands et plus gros et plus forts que moi. Et donc, 3 petits points. Puis là, souvent, on pense que ça veut dire quelque chose à propos de nous. Ça veut dire quelque chose à propos de eux. Ça veut dire quelque chose à propos de la vie en général. Puis c'est des petites pensées comme ça qui sont ancrées en nous, qui restent là, puis qui fait en sorte qu'on traîne ça pour le reste de notre vie, puis que ça devient notre façon de fonctionner. Fait que c'est juste de porter une attention particulière à ça. Puis c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!